Vendredi 4 février, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de l'actualité. J-1 du sommet à Addis Abeba, le Maroc élu au Conseil de paix et sécurité devra faire face à ses contradictions au moment où sa situation énergétique se détériore. Nouvelle décision de la CEDEAO, aucune sanction supplémentaire pour le Burkina Faso et envoi de forces militaires en Guinée-Bissau pour stabiliser la situation dans le pays. Royaume-Uni, démission en série de l'entourage de Boris Johnson, directeur de cabinet, principal secrétaire privé, directeur de la communication ou encore conseillère politique, tous ont quitté le navire. Dernière retouche avant le coup d'envoi demain du 35e sommet des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Les chefs de diplomatie africains ont arrêté l'ordre du jour pour ce 3e jour des travaux. Les dossiers de sécurité, développement durable et sécurité alimentaire notamment seront soumis à l'approbation des dirigeants. L'élection des nouveaux membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine également au menu. Et à l'issue de cette 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, donc la Tunisie et le Maroc ont été élus membres au Conseil de paix et sécurité de l'Organisation intergouvernementale africaine. Si pour la Tunisie, cette nouvelle adhésion arrive à point nommé, le Maroc, en revanche, doit faire face à ces nombreuses contradictions. Tinine Makassi. Le gouvernement marocain doit faire face à ces nombreuses contradictions, en particulier en ce qui concerne le Sahara occidental et son entêtement à vouloir garder ces territoires sous son emprise coloniale. Et ce, en dépit de toutes les résolutions des instances internationales et continentales. Le Conseil de la paix et de la sécurité l'année passée a tenu une audience sur le dossier du Sahara occidental en présence du Maroc et le Conseil a pris des décisions pour trouver une issue à la cause sahraoui. Comment le Maroc va-t-il traiter une question qu'il renie en dehors du continent? C'est la contradiction qui caractérise la diplomatie marocaine. En effet, cette candidature est pour le moins surprenante, surtout que le Marzen ne cache même plus son mépris de la lutte du peuple sahraoui et son désir à l'autodétermination. Pire encore, les exactions commises par le gouvernement marocain à l'encontre du peuple sahraoui et l'intégrité physique des membres du Polisario ne peuvent plus être cachées, même si le Marzen veut en faire un secret de polichinelle. D'ailleurs, depuis près d'1 an, le gouvernement marocain a été source de conflits dans la région, en rompant les accords de paix signés avec le Front Polisario en 1991, traînant ainsi les deux parties dans une guerre sans merci et gardant la région sous tension permanente. Pour rappel, le Conseil paix et sécurité est un organe décisionnel permanent de l'Union africaine, qui a pour vocation la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Et le Maroc, dans sa guerre au Sahara occidental, semble essuyer de sérieux revers. Une guerre en parfaite contradiction avec ses ambitions diplomatiques en Afrique. Souad Ben Batouche. Entre défendre la paix en Afrique et son rôle de colonisateur au Sahara occidental, le cœur du royaume marocain balance. Un royaume dont les forces militaires semblent être en perte de vitesse face aux combattants du Front Polisario déterminés à aller hasta siempre pour libérer leurs terres annexées en 1975. Depuis le 13 novembre 2020, date de la rupture par Rabat du cessez-le-feu de 1991, les forces d'occupation marocaines ne cesse d'essuyer de nombreuses pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. L'armée de libération, via l'agence de presse sahraoui, parle d'au moins 280 militaires marocains tués, 16 véhicules blindés, 11 chars et 2 hélicoptères détruits au cours des offensives sahraouies menées dans différentes régions du Sahara occidental occupé. Alors que du côté marocain, le blackout médiatique reste en vigueur. S'arrêter en si bon chemin est loin d'être l'objectif de la
l'armée de libération sahraoui. Son chef d'état-major a récemment annoncé l'intensification prochaine et la diversification des combats, voire même l'utilisation de missiles à moyenne portée pouvant atteindre le sud du Maroc. Cette annonce vient simplement conforter l'idée que ni les drones dont s'est doté le royaume ou encore l'exhibition du soutien sioniste ne viendront affecter la détermination des Sahraouis à libérer leurs terres. Pas de nouvelles sanctions pour le Burkina Faso. Grand soulagement donc pour les Burkinabés. La CEDEAO aurait obtenu les garanties d'un retour à l'ordre constitutionnel par les militaires au pouvoir. Leïla Gertal. Le Burkina Faso échappe à des sanctions supplémentaires. Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de ne pas ajouter de nouvelles sanctions au Burkina après la décision de suspension. Une décision plutôt bien saluée par les Burkinabés. Réunis à Accra, hier, les responsables ouest-africains ont préféré accompagner le Burkina dans sa transition plutôt que de pénaliser la population et exacerber les tensions déjà existantes. La question inévitable dans ce cas est pourquoi la CEDEAO a décidé d'être plus indulgente ou moins sévère avec le Burkina qu'elle ne l'a été avec le Mali ou la Guinée, par exemple. La réponse serait peut-être que même si les deux pays présentent des similitudes, le Burkina, contrairement au Mali, aurait donné des gages pour un retour rapide à une vie constitutionnelle. En remettant en place la constitution dissoute dès l'annonce du putsch, le Burkina Faso a marqué des points, ce qui expliquerait l'absence de nouvelles sanctions. Quoi qu'il en soit, cette décision ne pourrait qu'être profitable aux Burkinabés. Autre décision de la CEDEAO concernant la Guinée-Bissau et la tentative de renversement du président Embalo. Pour stabiliser la situation dans le pays, la CEDEAO décide d'envoyer une force militaire. Sofiane Baroudi. Le président bissau-guinéen a échappé mardi dernier à un coup de force opéré autour du palais du gouvernement alors que s'y tenait un conseil des ministres extraordinaire. Cette tentative de putsch a fait au moins 11 morts et un calme relatif est revenu à Bissau après l'annonce de la mise en échec de l'opération. Le président Embalo a qualifié les assaillants, je cite, de groupes de bandits à la solde d'un autre groupe comme eux. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé à l'issue du sommet d'Accra au Ghana de l'envoi d'une force militaire pour stabiliser la situation dans ce pays. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest avait déjà émis des sanctions contre le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée. Mais c'est la première fois qu'une mission militarisée va être dépêchée au chevet d'un gouvernement menacé. L'Afrique de l'Ouest est dans une conjoncture de grande bifurcation. Un mouvement populaire de profondeur secoue la plupart des pays de la région et les protestations s'accumulent contre la présence étrangère incarnée par Barkhane et Takuba. Pour rappel, la tentative de coup d'État est survenue quelques jours après la prise du pouvoir au Burkina Faso par un groupe de jeunes officiers qui ont déposé le président Roch Kaboré. Ce mouvement, comme celui qui l'a précédé au Mali, revendique une jonction avec les revendications populaires et se veut reposer sur les principes du patriotisme et de la souveraineté. La CEDEAO est très critiquée et son rôle pose des questions. Cette institution sous-régionale est souvent qualifiée d'instrument de Paris, comme elle est très proche de Rabat. Elle paraît arborer un deux poids deux mesures dans son fonctionnement. Par exemple, les deux hommes forts de l'organisation sous-régionale, l'Ivoirien El-Hassan Ouattara et le Sénégalais Macky Sall, sont très fortement contestés dans leur pays. L'envoi de troupes en Guinée-Bissau pose la question des intentions de la CEDEAO et de ses soutiens internationaux dans un moment critique pour la région et pour le continent en apparente transformation. Et les membres du Conseil national de transition guinéen, le CNT, entreront en fonction demain, 5 février. Il s'agit d'un moment important de la transition ouverte par le coup d'État contre Alpha Condé le 5 septembre dernier. Cette assemblée sera amenée à se prononcer sur des points cruciaux de la transition, notamment concernant sa durée. Et le FNDC, le front qui a contesté dans la rue le projet du 3e mandat pour Alpha Condé, change de leader en nommant Oumar Silla, alias Fonike Mangué, à sa tête. Le FNDC change également d'orientation. Il veut mener une veille sur le cours de la transition qui tarde à se mettre en place.
Et dans le dossier santé, 970 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 560 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé. Il a également été annoncé hier l'ouverture des écoles à partir de ce dimanche 6 février. Au Canada, les camionneurs ne décolèrent pas après avoir initié un mouvement de protestation samedi dernier à Ottawa pour dénoncer les restrictions sanitaires. Le Premier ministre Justin Trudeau réagit et annonce écarter l'éventualité d'envoyer l'armée pour déloger les contestataires par la force. Souhila Kilala. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a écarté la possibilité d'envoyer l'armée pour déloger les camionneurs qui s'opposent aux mesures sanitaires et occupent depuis près d'une semaine la capitale fédérale Ottawa. Lui-même à l'isolement après avoir été testé positif en début de semaine, le Premier ministre canadien a déclaré, je cite, « Il n'est pas question pour l'instant d'envoyer l'armée. Il faut être très très prudent avant de déployer l'armée quand des citoyens canadiens sont impliqués. » Les manifestants hostiles aux restrictions sanitaires induites par l'actuelle pandémie ne décolèrent pas et semblent déterminés à poursuivre leur mouvement de protestation en occupant plusieurs rues principales de la capitale. Les mesures sanitaires établies au Canada étant très contraignantes, restent parmi les plus restrictives en Occident. La province du Québec est notamment l'une des régions au monde qui a imposé le plus de jours de confinement à sa population. Demain samedi sera une journée cruciale dans ce bras de fer. Les contestataires espèrent être rejoints par une foule importante dans les rues d'Ottawa et ainsi voir leur mouvement s'intensifier et prendre de l'ampleur. Des manifestations similaires sont prévues également à Toronto et à Québec. Les camionneurs mobilisés à l'origine contre l'obligation vaccinale pour traverser la frontière canado-américaine promettent de tenir sur la durée, notamment grâce à une campagne de financement sur GoFundMe qui leur a permis d'amasser plus de 10 millions de dollars canadiens. Et c'est en début d'après-midi que le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver a été donné à Pékin. Une édition sportive marquée par la géopolitique. En marge de la cérémonie d'ouverture, une rencontre sino-russe a eu lieu. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont exprimé leur opposition quant à une expansion de l'OTAN à l'est de l'Europe. Amin Touta. Dans la capitale chinoise Pékin, l'heure est à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, mais aussi à la géopolitique. En marge d'une présence présidentielle de Vladimir Poutine à la cérémonie d'ouverture, le président russe a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Et dans une déclaration commune, Moscou et Pékin ont affiché leur convergence sur plusieurs dossiers, parmi lesquels l'élargissement de l'alliance OTAN à l'est du continent européen. La Russie et la Chine s'opposent ouvertement à toute expansion future de l'Alliance. Et les deux parties ont dénoncé l'influence négative pour la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique et se disent préoccupés par la création en 2021 de l'Alliance des États-Unis avec le Royaume-Uni et l'Australie. Position commune qui décrit une fois de plus le statut des relations entre les deux puissances. Peu après son arrivée, Vladimir Poutine a salué les relations d'une qualité sans précédent de son pays avec la Chine. Une rencontre sino-russe qui survient en pleine tension entre le Kremlin et les Occidentaux. Sur le terrain, Washington avait décidé de déployer 2000 soldats en Pologne et en Roumanie, alors que Moscou a déjà massé des troupes militaires à la frontière ukrainienne depuis le mois de décembre, laissant craindre aux Occidentaux une invasion de l'Ukraine. Hypothèse niée par la Russie qui dément avoir une telle intention sur son voisin ukrainien. Et on reste sur le dossier russo-ukrainien. La Turquie se veut médiatrice du conflit. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Kiev dans ce sens. Il s'est présenté en défenseur de l'intégrité du pays et a proposé d'accueillir les prochains pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Et le président français Emmanuel Macron rencontrera Vladimir Poutine lundi à Moscou, puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev mardi. Macron qui a multiplié ces derniers jours des entretiens téléphoniques avec ses homologues russes et ukrainiens, ainsi qu'avec le président américain Joe Biden afin de jouer les médiateurs, lui aussi dans cette crise. Ces deux entretiens se dérouleront en tête-à-tête, mais en coordination avec les partenaires européens. La riposte n'a pas tardé. La Russie a ordonné hier la fermeture du bureau local de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle en représailles à l'interdiction faite à la chaîne russe RT d'être diffusée en Allemagne, une première pour un grand média occidental dans l'histoire post-soviétique. Une décision jugée inacceptable par la ministre allemande de la Culture et des Médias.
Démission en série dans l'entourage du Premier ministre britannique Boris Johnson, sous le feu des critiques à cause du scandale des fêtes à Downing Street, à l'image de son directeur de cabinet, Dan Rosenfield, son principal secrétaire privé, Martin Reynolds, son directeur de la communication, Jack Doyle, et sa conseillère politique, Munira Mirza. L'hypothèse d'un vote de défiance contre le Premier ministre a pris de la consistance ces derniers jours. Autre démission, cette fois en Irlande du Nord. Le Premier ministre Paul Givan a annoncé jeudi sa démission sur fond de grogne des unionistes contre les dispositions douanières post-Brexit dans la province britannique. Pour le gouvernement irlandais à Dublin, ce retrait annonce une nouvelle période d'incertitude et d'instabilité avec son voisin. On va parler économie et énergie suite à la fermeture du robinet du gazoduc Maghreb Europe permettant l'alimentation du Maroc en gaz algérien. Rabat obtient l'aide de l'Espagne, preuve de la détérioration de la situation énergétique au Maroc. Mohamed Wali Ben Chaben. Le Maroc connaît un hiver frileux pour cause de difficultés d'approvisionnement en gaz. L'Espagne tend la main au Marzen pour garantir sa sécurité énergétique en lui permettant d'acheminer du gaz à travers le gazoduc Maghreb Europe suspendu par l'Algérie depuis le 31 octobre dernier. Le Maroc a demandé un soutien pour garantir sa sécurité énergétique sur la base des relations commerciales. L'Espagne y a répondu favorablement comme elle l'aurait fait pour tout autre partenaire. Le ministère espagnol de la transition écologique déclare que le Maroc pourra acquérir du gaz naturel liquéfié sur les marchés internationaux, le faire livrer dans une usine de regasification de l'Espagne péninsulaire et utiliser le gazoduc du Maghreb pour l'acheminer vers son territoire. Sans donner plus de précisions sur le calendrier ou les volumes de gaz concernés, cet accord entre Madrid et Rabat survient alors que l'Algérie a décidé fin octobre de ne pas renouveler le contrat du gazoduc GME qui desservit l'Espagne via le Maroc. La décision d'Alger de fermer le robinet de GME a privé Rabat de gaz algérien alors que selon les experts, le Maroc a assuré 97% de ses besoins en gaz en contrepartie du passage de ce gazoduc sur son territoire. On va parler sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal et l'Égypte en finale. Dernière rencontre de cette compétition prévue ce dimanche à 20h. Après la qualification de l'Égypte en finale aux dépens du Cameroun, le pays organisateur, le sélectionneur adjoint des Pharaons a demandé à la CAF que la finale soit jouée lundi et non dimanche car le Sénégal bénéficie d'une journée de repos supplémentaire. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. On revient à Pékin, justement, où la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver s'est déroulée ce vendredi au Stade national de Pékin. Un spectacle haut en couleurs lancé par des athlètes venus des 4 coins du monde. Les 24e Jeux Olympiques d'hiver avec Amira Bedja. Et c'est sur ces belles images qu'on achève ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Mziane Zitouni, retrouvez Riyad Lahri demain pour le 13h. Je vous retrouverai pour le 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.